Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gestion en continu de l'exposition aux menaces avec Ronan Mouchou. Bonjour Ronan. Bonjour. Et François Moerman. Bonjour François. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Nicolas Rue. Bonjour. Alors, Ronan, on a déjà fait un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Je suis directeur technique de l'entreprise X-Rater et enseignant en analyse de la menace à l'école d'ingénieurs NCBS à Vannes. François ? Ouais, donc pour moi, je suis dirigeant de X-Rater. Moi, mon expertise est plutôt dans la sécurité offensive, dans tout ce qui est exercice de Red Team, test de pénétration. J'ai passé dans la défense et j'ai travaillé aussi à Singapour. Merci François. Donc on va parler de gestion continue d'exposition aux menaces, donc en anglais CTEM. CTEM pour Continuous Threat Exposure Management. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le CTEM ou CTEM, ou je sais pas comment on dit. Donc c'est un programme de sécurité préventive. Donc en fait, ça va être un ensemble d'activités qui permettent de lier toutes les activités préventives. Donc en fait, avant qu'un attaquant mette un pied dans le réseau, et le but va être d'orchestrer et d'aligner les activités qui sont au final très larges. Donc c'est le test d'intrusion, la gestion des vulnérabilités, le hardening, la sensibilisation, tout ce qui va être gestion, risque et conformité. Donc de faire travailler tout ça pour réduire la probabilité des risques d'une intrusion informatique. Est-ce que c'est l'orchestration des différents moyens de défense ? Dans la défense, ça dépend ce qu'on va appeler la défense, mais on peut séparer en gros les activités de défense en deux. La prévention, donc tout ce qui se passe du côté de l'attaquant ou du défenseur avant que l'attaquant mette un premier pied dans le réseau de sa cible, et ensuite la détection et la réaction, où là c'est effectivement les activités ou les outils qu'on connaît beaucoup plus, donc en fait tout ce qui est firewall, antivirus, les SOC, la réponse à incident. Donc là le CTEM c'est bien du préventif sur les activités qui vont recouvrir globalement, en fait, qui peuvent être mises sous le chapeau soit de la GRC, donc gouvernance, risque et conformité, soit du maintien en conditions de sécurité. Mais du coup, c'est quoi les sources de données sur lesquelles vous vous basez ? Enfin, quand tu parles à la fois de conformité, tu parles de gestion préventive, donc on peut imaginer qu'il y a peut-être de la surveillance du dark web, des trucs comme ça. Et concrètement, qu'est-ce que vous utilisez comme input pour ce process ? Ce process, déjà, il se découpe en 5 étapes. Et c'est vraiment de partir quasiment d'une connaissance zéro du système, comme on peut l'avoir en Red Team ou comme pourrait l'avoir un attaquant, et d'arriver jusqu'à une mobilisation des diverses spécialités. Donc encore une fois, ça peut aller de l'IT qui gère le patch management jusqu'à la conformité. Derrière les sources de données, on va commencer par définir le périmètre qui est à surveiller. Donc là, ça va être quels sont globalement les actifs qui soient exposés sur Internet ou à l'intérieur. Ça peut faire référence également à des informations qui sont sorties du périmètre qu'on essaye de défendre, donc soit via des fuites de données, soit via une mauvaise protection des informations par des parties tierces. Ensuite, on va découvrir les diverses vulnérabilités et faiblesses. On va les prioriser. Donc la priorisation, elle peut être aussi bien sur de la vulnérabilité que le prioriser par rapport à des objectifs de conformité réglementaire ou sectorielle, une priorisation par le risque d'entreprise, une priorisation par les objectifs métiers de l'entreprise. Ensuite, il y a une phase de validation. Donc en fait, s'assurer que les faiblesses dans l'organisation ou les chemins de compromission qu'on a pu mettre en évidence sont effectivement exploitables par un attaquant. Et à la fin, le but est de communiquer ces diverses informations
pour les différents corps de métier pour qu'ils puissent agir chacun sur leur périmètre. Pour comprendre, en fait, est-ce que vous scannez les périmètres, on va dire, externes, exposés sur Internet de vos clients, vous agrégez tout ça et ensuite vous fournissez ce type de résultats à des clients? Est-ce que vous vous basez, par exemple, je sais pas s'ils sont sur un cloud quelconque, vous vous connectez sur les clouds, vous récupérez aussi toutes les infos. Comment ça marche en fait? Est-ce que c'est sur de la source complètement ouverte? Est-ce qu'on vous donne des accès? Voilà, c'est pour comprendre un petit peu et notamment comment marche l'intégration. Est-ce que vous avez des briques logicielles que vous utilisez? Je sais pas, mettons un Nmap et là-dessus vous faites en sorte d'avoir des formats de sortie XML, vous parsez ça, vous faites tout un tas de choses, ou du coup c'est vraiment du développement custom qui a été fait chez vous? Non, du coup, le but, la base de ce process, effectivement, c'est de récupérer un maximum de données. Et là, effectivement, ces données peuvent être diverses et variées. Ça peut être vraiment du scan de vulnérabilité, donc que ça soit de l'externe, de l'interne, mais ça peut être aussi toutes les faiblesses et toutes les déviations en fait aux bonnes pratiques. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que on va s'intégrer. Par exemple au cloud, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, on a beaucoup de clients qui sont dans le cloud, et faire toute l'analyse de configuration de leur infrastructure cloud pour pouvoir mettre en avant toutes les déviations aux bonnes pratiques selon des guides comme CIS par exemple ou autres, mais pas que. On va aussi s'intégrer par exemple aux EDR pour pouvoir récupérer des éléments de vulnérabilité sur les postes de travail, puisque scanner un endpoint, scanner un poste de travail, en général, ça donne pas beaucoup d'informations sur la vulnérabilité. Et en fait, pour synthétiser, le but, c'est de pouvoir s'intégrer à un maximum d'outils existants, aller récupérer un maximum d'informations de manière proactive, donc via du scan ou des intégrations, corréler tout ça et ensuite continuer le processus qu'a expliqué Ronan de priorisation et ensuite d'action sur les vulnérabilités trouvées. Si j'ai bien compris, en gros, vous êtes une espèce de gros intégrateur de plein d'outils existants et vous agrégez en fait toutes les données qui sont générées par ces outils, que ça peut être des scanners de vulnérabilité, scanners qui font de l'audit de conf, des choses comme ça, et vous après avec ces données, vous les nettoyez, les priorisez, etc. C'est ça? Alors effectivement, il y a une grosse partie du travail qui consiste à faire ça. Moi, je dirais qu'on ne s'arrête pas ici, en tout cas sur cette partie collection de données, puisque moi, de mon expérience, ce que j'ai pu constater le plus, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup d'outils spécialisés. Et en fait, les configurations sont soit très compliquées, ou alors les configurations n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'on l'a configuré une fois et ça fait X mois, X années qu'il est comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que l'outil ne scanne pas, par exemple, pour un scan de vulnérabilité, l'ensemble des actifs. Donc nous, en plus de faire cet agrégateur, qui est exactement effectivement ce qu'on fait, on va aussi tenter de découvrir de manière proactive et automatique les actifs qui sont possédés par nos clients. Et donc là, c'est beaucoup de scripts maison, d'implémentation de techniques qu'on pouvait, notamment pour la surface externe, par exemple. Il y a beaucoup de techniques qu'on met en place de notre expérience de Red Teamer qui nous permet justement de s'assurer que on a bien l'ensemble des actifs de notre client. Mais vous vous interfacez avec des logiciels existants ou c'est uniquement du développement interne ou c'est du développement interne avec des logiciels libres? Voilà, alors donc pour une question, effectivement on a du développement interne. Donc ça, il y en a effectivement. Donc ça, c'est vraiment la partie pour, je dirais, combler les manques. Donc aujourd'hui, les outils qu'il y a sur le marché, qu'ils soient open source ou commerciaux, il y en a assez peu en fait qui vont proactivement, par exemple, essayer de découvrir tous les serveurs qui sont exposés sur Internet pour un client. Bon, donc ça, nous, on va avoir du script maison. C'est un peu l'IASM, là. Tu as quand même pas mal de... Enfin, souvent, je dis sur l'IASM, tu tapes dans une poubelle, tu as 10 solutions qui sortent, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment. Vrai. Justement, les solutions de carto comme ça, où ça coûte pas très cher et tu en as partout, quoi. Enfin, tout le monde fait ça maintenant. Ouais. Avec la blague, alors, si t'as pas scanné Internet avant tes 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ouais, effectivement. Donc ça, effectivement, donc ça c'est pour l'exemple du scan externe. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, sur ces dernières années,
le marché, on va dire, du scanning externe a vraiment fleuri. Mais nous, en fait, on s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on fait aussi les scans internes. On va pouvoir scanner les infrastructures cloud. Donc c'est pour ça qu'on est un peu plus générique, sur ce domaine-là. Et la question initiale, c'était, du coup j'ai mangé mes mots. Hervé, tu m'avais posé. Je demandais si ça s'interfaçait avec des outils existants. Voilà. C'est-à-dire que, et donc, du coup, parce que j'ai déjà des tas d'idées en tête, aussi bien en aval qu'en amont. Là. Donc effectivement, la réponse est oui à cette question. Et je dirais même plus loin, c'est-à-dire que pour un bon nombre, en fait, pour proposer à nos clients une solution la plus complète possible, pour combler les trous d'outillage qu'ils n'auraient pas, on intègre beaucoup d'outils open source justement pour pouvoir combler en fait cet outillage que un client n'aurait pas déjà installé dans son prémisse. Si on vient à la thématique de l'épisode SITEM, est-ce qu'on peut définir le SITEM comme étant un process, et au service de ce process, vous développez des outils pour réaliser ce process du début à la fin? Ouais, c'est exactement ça. Donc effectivement, le process, on pourrait le simplifier en 4 étapes. Donc la découverte des actifs, la découverte des faiblesses, des vulnérabilités, la priorisation, et ensuite agir sur ces menaces, sur ces vulnérabilités. Évidemment, dans chaque étape, on pourrait le détailler. Là, on a beaucoup détaillé la découverte d'actifs et de vulnérabilités. Dans la priorisation, c'est là effectivement que on va inclure la menace. Donc, s'assurer que on a des vulnérabilités qui sont exploitables, par exemple, ou des vulnérabilités qui sont exploitées, puisque on sait tous que ça n'a pas vraiment d'utilité de se focaliser sur une vulnérabilité qui a une centaine de préconditions pour être exploitée, mais on va pas s'arrêter là. On va essayer aussi de prioriser en fonction des impacts business. Donc l'exemple tout bête, une imprimante, elle va pas avoir la même valeur pour une imprimerie que pour une société qui est digitale, on va dire, depuis la création de cette société. Ça, c'est des paramètres qu'on va prendre en compte pour se dire que ok, on a bel et bien une vulnérabilité critique, exploitable et exploitée, mais pour cette société, elle a finalement assez peu d'importance, donc elle va être dépriorisée. Donc ça, c'est la phase de priorisation. Et après, effectivement, il y a la phase de remédiation. Donc là, agir sur ces faiblesses et sur ces menaces. Je suis désolé, je reviens un peu sur la définition. Je vais faire un peu mon gros relou, mais pour détendre, je vais commencer par une blague. Mais en fait, quand Johan a parlé de process, ça m'a fait penser à des papiers d'un grand cabinet de conseil et d'analyse américain dont on ne citera pas le nom, mais qui invente un peu tous ces termes, et en particulier celui-là de ces SITEM. Moi, je dis CTEM. Et en fait, moi, mon entreprise, au début, on pensait qu'on faisait de l'IASM. Et 6 mois après, on a découvert qu'en fait, on faisait du pentest de service, du PITAS. Et 6 mois après, on a découvert qu'on faisait du CASM, Continuous Automated Red Teaming. Et 6 mois après, on a découvert qu'on faisait du CART. Et 6 mois après, qu'on faisait du CTEM. Et maintenant, on a découvert qu'on fait du CASPT, je rigole pas, CASPT. Et maintenant, on a découvert qu'on fait de l'EAP et de l'AEV. Et en fait, le truc, c'est que tous les 6 mois, j'exagère à peine, voire tous les 3 mois, le terme change. Et dans les derniers documents venant de ce grand cabinet de conseil américain, ce qu'ils disent, c'est que le CTEM, SITEM, c'est donc de l'EAP, Exposure Assessment Platform, et de l'AEV, Adversarial Exposure Validation. Et je vous jure, là, c'est pas une blague ce que je lis. Et en gros, c'est Vulnerability Assessment, donc gestion des vulnérabilités, priorisation, du Breach and Attack Simulation, donc en gros, je vais tester des attaques, des scénarios d'attaque, et après, Automated Pen Testing and Red Teaming. Et ils incluent tout ça vraiment dans le SITEM. Mais en fait, t'as complètement raison. Moi, je dis pas que j'ai raison, hein, je lis les écrits de ces grands cabinets de conseil. Et attention, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est ce qu'ils écrivent. Non, mais c'est vrai, en fait, qu'il y a eu énormément d'évolutions. Et puis, nous, par exemple, on a commencé il y a 4 ans. Je pense à peu près comme toi. Et le problème, c'était, je pense, c'était de se positionner, parce qu'en fait, on combinait plusieurs activités en fait de sécurité préventive, et on n'avait pas un mot pour essayer de l'exprimer. Et effectivement, durant les 4-5 dernières années, il y a eu, on va dire 15 000 termes. Donc, pour moi, déjà, c'est un premier
c'est un premier signe de bouillonnement dans le monde de la sécurité préventive où ça fait quand même 15 ans qu'on nous bassine avec du detect and response et on est capable de nous dire que mettre des IOC dans un SOC, c'est faire de l'anticipation. Donc là, il y a une vraie prise de conscience en fait sur toute la phase amont en fait et tout ce qu'on peut faire avant qu'un attaquant mette un pied dans notre réseau. Là où jusqu'ici on se focalisait principalement sur des activités de réaction. Donc en fait c'était une forme de fatalité. Ok, on va se faire pawn. Le but c'est de remédier le plus rapidement possible. Et donc c'est là où au final je te rejoins. Mais par contre c'est tous ces termes effectivement qui sont très marketing ou en tout cas donnés par une entreprise de conseil qui gros est un faiseur de marché. Montre que, en tout cas, le monde de la sécurité préventive est en train de bouger et c'est quand même un événement notable dans globalement la cyber. Je reviens sur la partie à la fois découverte et remédiation. Découverte, on a parlé des actifs, donc après, il y a aussi votre expérience qui joue, je sais pas, sur l'énumération DNS, sur tout un tas d'activités, réseaux et que sais-je. Est-ce que vous faites notamment découverte de ce qui peut y avoir sur le dark web ? Darknet, etc., se dire tiens, il y a eu une breach, on la récupère et on essaie en fait d'analyser un petit peu c'est quoi la propagation d'impact là-dessus. Ça c'est la première question. Et deuxième question, mais qui est quand même liée sur la partie remédiation. Est-ce que c'est une remédiation qui est sous, on va dire, supervision, ou alors on va jusqu'à de la remédiation complètement automatisée et en fait votre solution, est-ce qu'elle est, je sais pas, est-ce que j'ai une UI, j'ai un front-end, ou est-ce que vous vous intégrez avec des outils de ticketing, je sais pas, Jira, ServiceNow, ou que sais-je. Voilà, c'est toutes ces questions-là un petit peu à... Ouais, en fait, je suis curieux. Faut vraiment se dire, nous, et le CTEM de manière générale, c'est un pipeline, en fait, qui nous amène depuis qu'est-ce que l'attaquant voit jusqu'à qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour le battre ou pour l'éviter. Donc, on pourrait utiliser un réseau qui serait déjà client d'une solution de EASM, d'une solution de vulnerability management, d'une solution de dark web monitoring, etc., etc. En fait, maintenant, elle a un pipeline pour prendre ces données, savoir comment les enrichir et dans quel but. Donc nous, personnellement, on va pas chercher sur le dark web parce que notre typologie de clients et en tout cas, certaines valeurs qu'on apporte, on considère qu'on n'en a pas besoin. Et aussi parce que y a des problématiques légales en fait où on n'a pas envie de tomber dans du recel de données volées. Ensuite, en termes d'interface, il peut y avoir une interface web relativement classique où on navigue, ou alors une intégration totale entre, on va dire, des outils qui collectent des données, EASM, Vulnerability Management, EDR, autres, et ensuite un output où les gens vont agir, donc comme des solutions de ticketing. Et ensuite, sur le patching, alors nous, en tout cas, ce qu'on met en place, c'est des recommandations en fait qui sont à destination de plutôt des administrateurs IT, des spécialistes en IT pour que eux l'appliquent, justement parce qu'on considère que chaque réseau est relativement différent, va avoir des contraintes, notamment de disponibilité, de règles, de mise à jour, de process, etc., qui sont extrêmement différentes. Et donc, nous, on a fait le choix de pas effectivement pousser automatiquement la mise à jour du serveur Linux ou du logiciel, etc. Par contre, il y a d'autres solutions qui peuvent le faire. Ok, et donc là, pour revenir un peu sur votre target audience, vous êtes un peu sur des sysops, quoi. C'est-à-dire sur des sysadmins, tu vois, je sais pas, il y a une nouvelle vulnérabilité qui arrive, mettons Log4j. Est-ce que vous allez être là en train de, je sais pas, de scanner tous les pommes.xml, de dire, en fait, tu vois, avec une finalité un petit peu DevSecOps, et de se dire, en fait, ça, on va aussi proposer ce type de solution pour des développeurs, ou vraiment... là tout de suite, peut-être que la finalité première tout de suite, c'est de se focaliser sur des équipes réponse à incidents, sur des ops qui vont gérer vraiment de l'infra pur et dur. Alors moi là-dessus, je dirais que notre objectif en tant que compagnie, c'est un peu de vous dire quand et comment vous allez vous faire attaquer. Donc ce que ça veut dire, c'est que effectivement, s'il y a un Log4j
qui arrive là demain, un nouveau Log4j qui arrive demain, nous évidemment on sera pas en mesure de détecter ce Log4j avant que la CVE soit sortie. Okay. Cependant, si effectivement on a identifié des applications ou des serveurs qui sont critiques pour l'entreprise, on va être en mesure de donner toutes les recommandations pour que l'impact d'une 0D, donc l'impact d'un Log4j, soit contrôlé. Et c'est ça un petit peu ce qu'on veut atteindre en fait avec notre produit, c'est que on veut pas faire de la magie noire à se dire on va découvrir des 0D qui n'existent même pas encore, mais par contre on va s'assurer que s'il y a une 0D demain, c'est pas la fête dans le réseau et on a effectivement un impact qui sera contrôlé parce que les bons durcissements étant appliqués au bon endroit pour s'assurer qu'on puisse pas rebondir dans le réseau avec une simple 0D. Là, tu parles de 0D et de CVE, mais ça veut dire que une vulnérabilité qui n'a pas encore un numéro de CVE, mais qui a un code d'exploit qui commence à tourner, c'est-à-dire que vous faites une veille sur quel type de vulnérabilité finalement, puisque tu vas dire que vous découvriez pas une vulnérabilité entre guillemets inconnue, ce qui serait un peu le rôle d'un pentester. Ok, ouais, bien sûr. Donc bon, effectivement, les CVE, bon ça, on l'a compris, on est dépendant que la CVE sorte, ça d'accord. Par contre, effectivement, on a bien une veille technologique sur justement des vulnérabilités qui pourraient sortir donc on va dire de l'exploitation qui ne concerne pas un logiciel grand public ou ce genre de choses. Donc là on va utiliser des outils justement qui nous permettent de rajouter des templates, donc on va dire des templates de vulnérabilité pour pouvoir justement mettre nos codes custom, notre veille, etc. Donc oui, on est en mesure, par exemple, de scanner, voir s'il y a tous les points Git qui sont, s'il y a des points Git qui sont exposés sur les sites internet de nos clients. On est en mesure de savoir s'il y a des directory listings qui sont ouverts, qui exposent des fichiers sensibles, etc., etc. Ça, effectivement, ça va être un outil qui évolue que de par notre veille, en fait, de nos ingénieurs. Comme des scans nucléiques, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. J'aurais pas dit, puisque c'est exactement la base. Mais ensuite, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que effectivement dans le CTEM, il y a tout un ensemble d'activités qui vont être faites. Donc nous, on se focalise sur l'évaluation de l'exposition. Tu as aussi toute la partie, comme tu disais, plutôt validation de l'exposition ou recherche dans les codes. Et là, effectivement, tu as un ensemble de solutions dédiées, alors que nous, on fournit pas, mais il y a des poids lourds du secteur dont le but n'est plus d'adresser vraiment les administrateurs systèmes et réseaux des DSI, mais plutôt de s'intégrer dans des CICD ou d'assister en fait les DevOps durant le cycle de développement. Et là, eux, ils vont mettre en place des outils de validation de code. Donc, en gros, comme un pentester qui fait un audit de code source, mais là, automatisé. C'est un autre pan de solution, mais ça fait également partie du CTEM, du scope global, en fait, de l'activité de gestion de l'exposition de menaces. Et tous ces outils avec lesquels vous intégrez, donc Nuclei, Enco, ça je pense qu'on a quand même un outil assez state of the art, donc les exports en JSON, etc. fonctionnent plutôt pas mal. Quid des autres outils, enfin je veux dire, ils sont API first là, ou alors faut que vous créiez des connecteurs custom pour scraper les pages, récupérer les données. Je pense que vous avez un peu de tout, mais comment Alors effectivement on a tout. Alors on a quand même la chance en 2024 d'être dans un monde d'API. Donc en tout cas toute solution on va dire qui est assez récente aujourd'hui, les API sont automatiques puisque les frameworks de développement en fait maintenant se basent construisent des API. Mais oui, on a clairement des connecteurs complètement custom à faire sur certains logiciels encore très très utilisés. Mais bon, le truc c'est que comme ils sont très utilisés, déjà c'est pas une perte de temps d'écrire ce connecteur là et en plus on le réutilise chez beaucoup de nos clients, donc c'est un mauvais moment à passer, mais ça passe. Et effectivement les mauvaises surprises c'est dans ces connecteurs très
très custom, la moindre petite mise à jour chez l'éditeur logiciel, des fois ça fait tout péter. Mais bon, après on a tout le monitoring en place pour faire en sorte que quand ça pète, on le sait à l'avance quand même. Enfin, avant en tout cas de pousser la nouvelle mise à jour. Et les scans sont actifs, passifs? Enfin, parce que j'entends parler de Nuclei, après on est en capacité de pouvoir choisir juste de faire de l'énumération, mais derrière, est-ce que vous avez vraiment tiens, je détecte qu'il y a je sais pas, dossier.git qui est exposé, et ça va jusqu'à récupérer le repo, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin, est-ce que vous avez vraiment des scénarios un peu Non, ça fait non, parce que pardon, vas-y. Non, ça fait pas ça. Mais par contre, justement, c'est plutôt le deuxième type de solution dont Vlad parlait tout à l'heure, donc adversarial exposure validation, où là, en fait, on est sur valider en fait que l'exploitation existe bien. Donc en fait, qu'il y a un chemin de compromission ou un début de chemin de compromission. Donc ça, c'est un ensemble de solutions extrêmement, en fait, qui sont précises. Donc nous, en fait, on émerge plutôt du post vulnerability management quand le type d'activité dont tu parles émerge plutôt du post, ou en tout cas de l'automatisation ou de tendre vers l'automatisation du pentest et du red team. Je vais peut-être lancer un débat là, mais moi, de mon expérience, dans beaucoup de cas, prouver l'exploitation, c'est plus du flex que de la réelle sécurité. Hein. Voilà. Ça peut aider à prioriser et à voir ce qui est vraiment exploitable. Et quand tu n'as pas beaucoup de temps et les budgets forcément sont contraints, ça peut quand même aider à savoir ce qu'il faut faire et ce qui peut être mis de côté temporairement. Mais je suis, en fait, le temps passé à prouver l'exploitation, en réalité, ce temps-là, dans beaucoup de cas, parce qu'en fait, soit on a un exploit qui est public, donc là on a fait une CVE, ce genre de choses, donc en réalité, un logiciel comme le nôtre pourra le dire tiens. Là, il y a l'exploitation. Soit c'est quelque chose qui a été trouvé lors d'un pentest. Donc là, on s'attend à ce que le pentester quand même donne un minimum de preuves de ce qu'il avance. Donc déjà, c'est assez normal. Mais dans les autres cas, je trouve que en fait, rien que de savoir qu'il y a un risque lié à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité, sans pouvoir le prouver, en fait, ça donne déjà suffisamment d'informations pour prioriser, en fait, parce que sauf si c'est pas exploitable, après, en fait. C'est tout le sujet, c'est que si c'est pas exploitable, dans les faits, si c'est que de la potentialité, pourquoi perdre son temps à corriger ça? Ouais, mais c'est ça mon point, en fait, c'est que prouver l'exploitabilité dans ce contexte-là, ça a un coût, que ce soit en temps ou en argent. Pas si tu peux l'automatiser. C'est de l'argent. Oui. Dans ce cas-là, on a pu se poser la question si c'est ça. exploitable, mais c'est déjà exploité. Et nous, avec notre veille ça. automatique, on l'a déjà catché, en fait. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on est un peu effectivement, à toujours vouloir prouver que c'est exploitable. Et j'entends totalement l'argument, attention, parce qu'il a, ça a évidemment beaucoup de sens de prouver que c'est le cas. Mais en fait, aujourd'hui, dans les situations où on n'est pas capable de automatiquement prouver que c'est exploitable, en fait, le coût à engager pour cette exploitabilité, pour moi, il est pas assez, pour l'anglicisme, worth it. Il n'y a pas de ROI. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est aussi un anglicisme, Johan, ROI. Mais c'est pas tant, en fait, c'est pas tant de dire que prouver l'exploitation, ça sert à rien. Donc, forcément, avoir un indice d'exploitabilité, donc en fait de potentiel d'exploitation ou alors d'exploitation active par des attaquants, c'est forcément utile. Derrière, je pense que le point de François, c'est de dire absolument démontrer, à tout prix, que c'est exploitable ou ça n'est pas exploitable. En fait, c'est là où on rentre, dans certains cas, dans un puits sans fond où on peut passer à la limite 3 semaines en laboratoire pour arriver à la conclusion que c'est exploitable ou c'est pas exploitable. Et en fait, c'est là où le coût, la recherche de la preuve d'exploitation à n'importe quel coût n'est pas forcément toujours la meilleure stratégie. C'est plutôt ça, en fait, qui est notre ligne. Derrière, tout à fait. Enfin, c'est clair que entre un log4j qui est théorique, qui vient juste d'apparaître dans le NVD, et un log4j qui est instrumenté par Metasploit, c'est pas du tout la même chose.
On est complètement d'accord. Et c'est pour ça que la CISA a la CAVE, la Non-Exploited Vulnerability Database. Donc là, c'est des vulnérabilités pour lesquelles ils ont attrapé des attaquants en train de pirater des systèmes pour de vrai, quoi. Que la faille, que l'exploit soit dans Metasploit ou qu'il soit privé, mais la question c'est est-ce qu'il est exploité dans la nature pour de vrai. Ça fait partie des sources OSINT, effectivement. Donc c'est vrai que tout de suite, des fois un peu quand on parle d'analyse de la menace ou ce genre de choses-là, on pense direct dark web et ces trucs-là. Mais par contre, de savoir si des attaquants exploitent ou pas une vulnérabilité, effectivement, il y a déjà plein de sources publiques. Donc l'analyse du CISA-CAVE. Ensuite, il y a quand même pas mal de GitHub qui postent des exploits avec des tags. Donc ensuite, il faut voir la qualité. Et il y a ensuite la liste des modules de framework comme Metasploit. Il y en a d'autres, mais du coup qui vont instrumenter et mettre à disposition avec un coût et une complexité moindre des vulnérabilités. Et tout ça permet effectivement, en fait, à la maison, en fait, gratuitement en OSINT, de pouvoir avoir une vue sur l'exploitation active d'une vulnérabilité. Et le modèle de... Pardon, vas-y. Sachant que la moitié des exploits qui sortent en Day One pour des failles sont en général backdoorés et sont des faux exploits publiés par des Nord-Coréens. Faut bien qu'ils recrutent, ils ont un petit peu de mal avec leur RH dû à leur mauvaise image, donc c'est une forme de crowdsource qui est ultra maligne. Je leur tire mon chapeau. Et c'est quoi le modèle, on va dire, de financement, ou en tout cas de pricing de ce type de solution? Est-ce qu'on paye au nombre de hôtes, de serveurs, d'IP Alors, voilà, comment ouais. Donc, c'est vrai que dans ce milieu-là, parce que on l'a pas dit, mais c'est un modèle SaaS. On voit énormément de modèles de prix liés au nombre d'IP ou de serveurs ou d'assets, d'actifs en français. Donc nous, on a choisi de pas suivre ce modèle-là parce que une de nos missions principales, c'est de découvrir les actifs dont nos clients n'ont même pas connaissance en fait. Donc ça devient un petit peu compliqué de dire tiens, je vais vous facturer pour 1000 actifs, mais en fait on va en découvrir 1200 parce que il y en a 200 que vous n'étiez pas au courant d'avoir pour X ou Y raison. Donc là, nous, on va plutôt être sur un modèle donc de dimensionnement du serveur pour pouvoir faire tourner tous les algorithmes et la découverte, tout ça. Et après, au nombre, la fréquence et le nombre de fonctionnalités d'intégration que veulent nos clients. D'accord. Et le fait que ce soit SaaS, ça fait pas sourciller quelques clients. Enfin, je me dis, si demain vous toquez et vous dites, vous voyez tous vos résultats Nessus, en fait, ce qu'on va faire, c'est que demain, ça va atterrir dans le cloud chez nous. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis, on a notre secret sauce. Non, mais je sais pas. Non, mais quand même. Justement, est-ce que vous... Ouais. C'est une remarque qu'on a très souvent. Alors déjà, faut savoir que nous, on est quand même un SaaS un peu particulier, c'est-à-dire on est un SaaS sans le bénéfice du SaaS, c'est-à-dire que nous, on fait des serveurs qui sont dédiés pour nos clients, en tout cas à partir d'une certaine taille qui est assez petite finalement. Donc déjà, on n'a pas de risque de se dire tiens, on nous a hacké, on a réussi à pirater un de nos serveurs et donc du coup, on a accès à tous nos clients. Puisqu'on n'est pas mutualisé. Et ensuite, le second argument, c'est que oui, effectivement, ça fait peur à des clients de se dire, tiens, ça fait un petit peu le single point of failure. Mais en réalité, aujourd'hui, dans nos réseaux, on en a plein des single point of failure. Les EDR, les antivirus, ils se connectent tous dans un cloud qu'on ne maîtrise pas. Et là, bizarrement, ça choque personne. Donc, je suis d'accord qu'il y a toujours un risque. Sans le risque zéro, ça n'existe pas. Mais en fait, c'est un peu le coût de pouvoir se sécuriser, de pouvoir de manière proactive se sécuriser. Après, nous, on est en mesure de montrer toutes les bonnes pratiques qu'on met en place sur nos serveurs, comment ils sont durcis, qui a accès, comment. Enfin, après là-dessus, c'est pour rassurer en fait nos clients. Ouais, voilà aussi. D'accord. Et votre infra, du coup, effectivement, c'était une des questions que je pouvais avoir. Il peut y avoir des clients qui se disent, en fait, nous, on est d'accord à partir du moment où vous hostez ça sur Azure, on peut considérer comme un cloud de confiance ou quoi. Est-ce que notamment, en fait, vous êtes sur tous les, je veux dire, en tout cas, faire du IaaS un petit peu partout.
Voilà, est-ce que vous pouvez popper ça chez un client sur des VM de manière traditionnelle? On n'est pas dépendant d'une quelconque tech. Ça se déploie aussi bien sur du serveur bare metal que sur des infrastructures cloud Kubernetes. C'est juste que forcément, la scalabilité sur un bare metal est bien plus limitée que sur du cloud. Mais ça, je veux dire, c'est pas de notre faute. Et quand il y a plus de ressources, il y a plus de ressources. Mais oui, on n'a aucune contrainte et par défaut. Quand on a des clients en France, les serveurs sont déployés dans un cloud français et quand c'est à Singapour, c'est déployé dans un cloud singapourien. Voilà. Donc, en général, on se met dans le pays de là où est le client. Et les personnes qui administrent les serveurs, etc., c'est vous? Enfin, il y a combien de personnes là qui font ça? Pour l'administration? Ouais, des machines, je sais pas, des serveurs, des solutions. Voilà, aujourd'hui on est 4 à administrer ça. Après, il y a énormément de monitoring déjà. Il y a pas mal de process automatisés. Enfin, évidemment, on a essayé de se déployer toute la machinerie de CICD offert par les gestionnaires de code. Donc, ça nous automatise quand même pas mal de tâches en fait sur l'administration et la maintenance des serveurs. Et après, donc ça, faut quand même voir que c'est quand même plus pour les parties bare metal. Pour tout ce qui est cloud, là, forcément, on est dépendant du provider de cloud. Ok, comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer, le système? Mais il y aura probablement, encore une fois, pour faire un parallèle avec ce qu'a dit Vlad tout à l'heure, un certain nombre d'acteurs aujourd'hui donc qui faisaient de l'attaque surface management, d'autres la gestion des vulnérabilités basée sur le risque, voire même toute une partie dont on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui est tout ce qui est automatisation de la collecte de preuves de conformité, voire monitoring en temps réel de déviation de la conformité. Tout ça va probablement s'aligner ou en tout cas de plus en plus s'interfacer. En tout cas, pour moi, la vision que j'en ai, c'est qu'on arrive à un début d'automatisation des tâches de prévention, un cassage en tout cas, un rebattage des cartes. Là où avant, on avait vraiment des métiers ultra silotés, donc que ce soit horizontalement ou verticalement. Là, il y a un vrai boom sur la prévention et en fait un alignement qui paraît bête en fait à dire comme ça aujourd'hui, mais le simple fait de pouvoir relier un scan de vulnérabilité et de pouvoir expliquer à des décideurs dans votre gouvernance en fait cette vulnérabilité veut dire ça aujourd'hui c'est un enfer alors que tout est censé être aligné dans la gouvernance sécurité. Donc il y a une vraie un aplatissement en fait de ces activités et un ordonnancement pour qu'elles fonctionnent mieux ensemble. Et là, votre avenir, c'est de continuer à développer dans cette direction en augmentant des meilleurs aspects conformité, blablabla, ou c'est plutôt de se développer commercialement en essayant de vendre la solution à plus de monde? C'est quoi l'orientation que vous avez là? Alors, nous, à la base, on a créé notre outil en se disant que sur le marché, on manquait pas d'outils d'experts. Donc, on n'a pas la volonté, on va dire, de partir dans une verticale et de se dire, on va mettre encore plus de conformité, on va être capable de détecter encore plus de vulnérabilités, des 0D ou je ne sais quoi qu'on pourrait inventer. Non, nous, on va plutôt continuer dans le développement, on va dire, transverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un outil qui met en relation autant un ingénieur technique qu'un manager, qu'un RSSI, qu'un DSI. En fait, on va continuer, c'est-à-dire que dans l'avenir, on aimerait bien pouvoir impliquer le CFO en fait dans ce process-là, qu'il puisse en fait en un coup d'œil voir où sont ses risques et où est-ce qu'il doit investir son argent. Oui, donc tu vas faire de la gestion de risque quantitative. Non, mais si tu veux, il y a une limite. Si tu veux, moi, ça fait 30 ans que tout le monde rêve de tous ces outils intégrés. Hein. Moi, je dis pas qu'on va pas y arriver avec l'IA, tout ça. Je m'attends à tout, mais si tu veux, quelqu'un qui a tout vu et qui a vu
la galère de l'exploitation, de la mise à jour, du suivi, quand tu as des bouts de code dans tous les côtés, des connecteurs dans tous les côtés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu fais un test de plan de reprise d'activité, ça redémarre pas, parce que les dépendances sont croisées, c'est foutu. Donc, si tu veux, quelqu'un qui est un peu, âgé, comme moi, en fait, il reste quand même très perplexe sur la complexité de ces outils qui, pour simplifier, ne cessent pas de se complexifier. Ouais. Donc peut-être que, bon, si là vous avez un truc qui tient la route, bah autant essayer de le vendre le plus possible, au plus de monde possible. Non, mais bien sûr. De toute façon, en fait, c'est un point, vraiment central que tu touches. Et effectivement, là-dessus, on n'en a pas parlé. C'est, pour nous, on remplacera pas l'humain. Clairement, c'est un rêve qu'on a vendu en detect et response avec du XSOAR et des trucs comme ça où on voit que les gens ils se font toujours autant poutrer. Il faut pas qu'on vende le même rêve en activité de prévention. Et là où nous, effectivement, on se positionne, c'est vrai qu'on a parlé de SaaS tout à l'heure, mais en fait, nous, on est plutôt un software to deliver service. C'est-à-dire que on va abattre toutes les tâches routinières, toute la collecte précise d'informations. Donc voilà, plutôt que par exemple en conformité, on pose des questions, des questionnaires, on soit limite obligé de se déplacer, de prendre le train, etc. Pour avoir des éléments de réponse qui sont verbaux et déclaratifs par des gens, et en fait, imaginez, vous cliquez sur un bouton et boum, en fait, il y a votre infra qui vous répond avec les données de la réalité du terrain. Mais ça ne remplace pas l'humain et c'est ça pour moi le point qui est principal en fait, c'est que effectivement, il y a une complexité qui est énorme et c'est pas parce qu'on est dans un monde logiciel et virtuel en fait que on va pouvoir tout régler avec du logiciel, du virtuel, de l'IA, etc. Donc c'est absolument pas le but, Hervé, et effectivement, nous, on soutient ta vision de dire qu'il y a une complexité que seul l'humain peut régler. Notre but, c'est que l'humain n'ait plus que cette complexité-là à régler. Et puis pour vous aider, en fait, vous avez besoin de recruter des développeurs, peut-être même vous allez chercher un jour des investisseurs. Qu'est-ce que vous cherchez comment on peut vous aider là ? Alors nous, vraiment la phase aujourd'hui de notre société, on est vraiment sur une validation de marché. Donc effectivement, c'est d'avoir en fait de plus en plus de clients, mais ou du moins au moins de validation en fait de la part de cet écosystème pour dire que on a une approche et une méthodologie. Enfin, on a implémenté une approche et une méthodologie qui a du sens et qui fonctionne. Puisque aujourd'hui on a une société qui vend déjà, mais pour avoir l'étape suivante qui va être plutôt l'investissement, qui est déjà quelque chose qui est dans notre radar, on a d'abord besoin en fait de valider notre méthodologie de vente et donc du coup notre prise de marché avant d'aller chercher des investissements plus conséquents. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite apporter le mot de la fin ? Oui, peut-être arrêter de tout mettre en detect and response, qui est en fait mettre de l'argent juste pour courir après les attaquants, et peut-être mettez un petit peu d'argent dans le filet pour les empêcher de rentrer à l'origine. Merci Ronan, merci François. Vladimir ? Oui. C'est l'heure de la Minute Fail. Et oui. Alors, je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais ce n'est pas d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors, c'est une histoire qui est arrivée à un copain qui est spécialiste des intrusions physiques. Et en fait, pour une mission mandatée par une grande entreprise, il devait réaliser une intrusion physique. Alors, il a pour habitude, lui, de profiter des rentrées de vacances scolaires, qui tombent en général en début de mois pour profiter du chaos, des retards, des renouvellements de matchs, etc. pour rentrer. Donc, une rentrée tombée pile après... une rentrée après des vacances scolaires tombée pile après... au début d'un mois. Et donc, il allait décider de lancer son intrusion physique avec une technique classique consistant à se présenter à l'accueil avec, là, pour le coup, 2 faux assistants en les pourrissant devant la personne de l'accueil pour essayer de jouer sur la corde sensible à cause d'une absence sur la liste des invités, d'un retard probable, etc. pour vraiment jouer sur la corde sensible et essayer de faire plier la personne à l'accueil. Et derrière lui, en plus, il y avait plus d'une dizaine de salariés qui étaient bloqués pour les problèmes de badge, etc. Donc, il en a profité pour demander, avec beaucoup d'insistance, que la personne à l'accueil ouvre carrément l'accès en grand pour que tout le monde puisse rentrer et que ça passe. Et il est rentré. Voilà, succès, bravo à lui.
Sauf que derrière lui, dans le groupe, il y avait une personne qui n'était ni un salarié ni un complice, mais un contrôleur d'un éditeur de base de données, mais pas que d'ailleurs, qui venait pour contrôler à l'improviste l'entreprise avec des espèces de calculs fumeux basés sur des métriques que je ne vais pas détailler ici pour pas nommer l'éditeur. Et à cause de ça, l'entreprise a reçu une espèce de mise en demeure avec une augmentation des prix globaux sur les abonnements vis-à-vis de la solution. Donc fail. La sécurité est vraiment un échec. Bon, Ronan, François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Vladimir. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.